Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau Brut Live de la touche animale. Je suis ravi de terminer cette journée avec vous. J'espère que vous avez tous passé une belle journée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays directement sur l'application Brut ou encore sur le site de woopet.fr. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez aller voir ce que vous avez loupé en fonction des thèmes, etc. Et alors aujourd'hui, on va parler éducation canine et quelle méthode choisir, avec un débat entre deux éducateurs qui se retrouvent sur certaines méthodes et d'autres sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Donc on sera avec Nicolas, finalement, qui est reparti, et Chloé, que vous avez déjà vu sur certains Brut Live, puisqu'elle doit en être à son 3e, je crois, depuis la rentrée. Donc Chloé est clairement une habituée de l'exercice. Et Nicolas qui est là. Salut Nicolas, tu vas bien? Salut Yoann, ça va très bien. Bah top, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation et de se joindre du coup à la touche animale sur Brut. Je suis ravi Avec de plaisir. t'avoir. Et je viens du coup, donc je répète juste aux personnes qui viennent d'arriver puisqu'ils nous rejoignent au fur et à mesure. Donc ce soir, c'est vraiment du coup spécialisé, enfin on va vraiment parler du coup d'éducation canine de manière générale. Quelle méthode utiliser, lesquelles choisir, lesquelles est-ce que vous recommandez, lesquelles est-ce que vous prescrivez. Et donc du coup, Nico, je veux bien que tu te présentes à la communauté Brut, si tu veux bien, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, un peu ta vie, ta passion pour les chiens, tout ça quoi. D'accord. Alors moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis quasiment 20 ans que je suis dans le chien. J'ai été formé il y a 20 ans chez un monsieur que tout le monde connaît qui s'appelle Hervé Puffier. J'ai fait une formation en éthologie canine en Allemagne. J'ai pratiqué l'éducation canine depuis quasiment toujours jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé, pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé pour 31 d'amis, j'ai travaillé pour l'émission 31 d'amis à l'époque. Attendez, Et 2 secondes, oui, je crois que Nico encore. quoi Ah, j'ai pas parlé, hein. Non, mais je sais pas, t'es arrivé, ça fait le C'est vrai. je vais essayer à l'heure, j'espère que ça va marcher. Ça a pas marché la semaine dernière, donc si on pouvait être dans le détail technique. Vas-y Nicolas, en attendant, tant que le son va bien, je veux bien que je suis désolé pour ce petit problème technique et je veux bien que tu Donc termines moi, ta je finis ma présentation. présentation. Donc je disais, en fait, ça fait 20 ans que moi je suis dans le chien. J'étais formé à la base par Hervé Pupier. J'ai passé une formation en éthologie canine en Allemagne. Je me suis spécialisé en troubles du comportement. Aujourd'hui, je suis connu surtout pour la rééducation canine, où je m'occupe de chiens que Du coup, la beaucoup. rééducation canine, puisqu'il y a des gens qui sont un peu néophytes, c'est du coup, donc c'est pas de l'éducation de chiot, c'est quand on est plutôt sur des problèmes comportementaux, c'est plutôt des Voilà, gens qui viennent voir en fait en fonction d'un problème de comportement très précis qui demande du coup une rééducation. c'est des chiens qui sont un peu sortis du cadre et que les maîtres n'arrivent plus en fait à retrouver de l'harmonie, et en fait on est obligé de reprendre des fondamentaux, repartir en fait. Je suis un peu là à ce moment-là, on revient un peu sur la super nanny du chien quoi. En fait, on revient à remettre un peu de cadre de vie et essayer de réexpliquer un peu les choses pour remettre un peu de sens dans la tête des gens. Et des fois, il y a forcément le chien qui a pris un peu trop de liberté. Il faut lui expliquer, c'est pas le grand, on peut plus faire ça, mon grand. Donc il y a des manières de le faire. D'ailleurs, je vois dans les commentaires, il y a aussi Pascal le grand frère, et je rêve qu'on remette là une émission à la télé autour effectivement d'un peu du super nanny du chien, comme il y avait Mon Oui, chien fait la loi il y a quelques années sur M6. Je suis sûr qu'en plus ça marcherait hyper bien, donc il faut que je bosse sur le sujet pour qu'on le fasse. Mm. tout à Et fait. donc, du coup, Nicolas, toi, t'es installé depuis combien, t'es installé à ton compte depuis combien de temps? Depuis 17 ans. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, j'imagine que tu as vu passer quelques centaines, si ce n'est quelques milliers de toutous, du coup. J'ai dépassé les 5000 chiens en rééducation, enfin en éducation et rééducation. Ouais. Parce que j'ai eu des D'accord. chiots, Et toi, heureusement. et donc Nico, du coup, pour donner un peu aux gens, toi, t'es basé où? Je suis en Seine-et-Marne, je suis proche Coulommiers, en fait, la ville de Coulommiers, entre Molin et Meaux. Pour les... Ok, très bien. Et donc, du coup, les gens qui viennent te voir, ils viennent te voir parce qu'ils t'ont trouvé sur Internet, parce que le bouche à oreille, c'est vraiment, du coup, c'est des propriétaires qui, j'imagine, sont un peu à bout et que tu es un peu peut-être la dernière solution avant une euthanasie ou un abandon. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on m'appelle souvent alors, je suis contacté un peu de partout en France aujourd'hui parce que j'ai travaillé pour la télé, je travaillé pour 30 millions d'amis pendant des années. J'étais le chroniqueur de l'émission pendant 8 ans. Donc, j'ai aussi une réputation qui s'est faite par rapport à ça. Et puis, en fait, la rééducation canine, c'est quand même un petit milieu, au final. Et donc, quand quelqu'un fonctionne à peu près, en fait, on va souvent le voir. Donc j'ai des gens qui viennent un peu partout m'amener leurs chiens.
Ok. Et donc ça peut venir, en fait, les gens peuvent venir te voir de toute la France. C'est pas forcément une clientèle que parisienne ou région parisienne finalement. Non, j'ai quand même une clientèle qui est assez locale où effectivement beaucoup de vétérinaires vont me conseiller, mais je suis également aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent un peu partout pour des problématiques avec des chiens un peu complexes, forcément. D'accord. Et c'est quoi, du coup, la plupart des problèmes pour lesquels les gens te contactent? C'est quoi? Ça va être morsure, agressivité avec d'autres chiens, destruction au domicile, que ce soit une maison ou un appartement? Sur les extrêmes de comportement, on va retrouver, alors moi beaucoup pour l'agressivité humaine et congénère énormément, phobie sociale complète, de chiens qui ont vraiment du mal même à être approchés par quelqu'un. Je fais beaucoup de travail en refuge, donc aussi je suis connu pour des chiens qui sortent vraiment, vraiment, vraiment du cadre. Et, euh, et puis, je travaille, comme je travaille à domicile, je vais travailler effectivement beaucoup de destruction, des grosses destructions, des chiens qui ont ravagé des appartements ou des maisons complètement. Alors heureusement, je m'occupe aussi de petits problèmes, parce que si on sait gérer le gros, le petit, je le gère. Mais en fait, on vient me voir beaucoup pour ce type de problème. D'accord. Et il y a des races de prédilection quand même? Enfin, je veux dire, est-ce que toi, en tant qu'éducateur, tu considères, enfin, j'imagine que tu considères que sans éducation, ça peut arriver à de nombreuses races, ou quand même spécifiquement dans ta clientèle, c'est souvent les mêmes races qui reviennent? Déjà, en fait, toutes les races à la mode posent un problème. Dès qu'on a une mode, forcément, on a une surreproduction. Dès qu'il y a une surreproduction, ça pose des problèmes. Il y a quelques années, le Jack Russell était à la mode et j'en éduquais 10 par semaine, facile. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le Malinois, on est beaucoup dans le Border Collie, le Le berger Dalmatian, australien le Beagle, le Shiba, et etc. Shiba Inu qui vient un peu en force en ce moment. Donc effectivement, on a aussi ce type de chien en ce moment qui vient. L'Akita, beaucoup, hein, j'en ai pas mal en éducation. Ouais, j'imagine. Bah, dans la communauté, là, il y en a pas mal qui vont réagir, puisqu'on a beaucoup de fans d'Akita et notamment Laetitia qui vient de parler là, qui elle, pour le coup, est très mobilisée dans les refuges via Akita Home, etc. Chloé, est-ce que tu peux nous faire un test Ok. son? Alors, Eh ben, là, ça marche. ça m'a l'air Ouais, c'est ça m'a nickel. l'air nickel. Ok, Nickel. en On va plus, j'ai pas pouvoir le rangé faire. le téléphone parce que du coup, ça marchait pas. Mais ok, parfait. Trop bien. Ok. Et bah, du coup, on a déjà pas mal avancé avec Nicolas qui s'est bien présenté. Et du coup, bah, Chloé, alors même si tu interviens souvent du coup sur la touche animale, je te laisse te représenter à la communauté brute. Et il y Yes. a également Pomponette qui vous dit un petit hello, tu vois, qui a pas besoin de rééducation pour le moment. Trop bien. Ok, alors j'espère que le son va fonctionner. Hein, on croise les doigts. Donc moi, je suis Chloé Fesch. Alors pour mon parcours rapidement, j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'éducation en 2009, donc ça fait 13 ans à peu près, peu importe. Moi, j'ai commencé en méthode coercitive quand je me suis formée à l'époque. J'avais en fait que ça à ma disposition, donc j'ai commencé comme ça. On m'a appris vraiment toutes ces théories de hiérarchie, de dominance. On m'a appris à utiliser un collier étrangleur, etc. Et j'ai commencé mon travail en tant qu'éducatrice canin de cette façon-là. Ensuite, j'ai fait pas mal j'ai un peu bougé, je suis partie vivre au Canada. C'est là que j'ai commencé à découvrir l'éducation positive parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existait peut-être en France, mais en tout cas où il y avait beaucoup moins c'était beaucoup moins popularisé, on va dire, qu'aujourd'hui, et c'était plus voilà, un peu exotique, entre guillemets. Je l'ai très mal reçu quand j'ai vu ces méthodes-là au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment, j'étais plutôt contre. Et en fait, chemin faisant, j'ai quand même gardé l'esprit ouvert et j'ai quand même continué de me former. Et j'ai en fait finalement démonté un petit peu tout ce qui n'allait pas sur tout ce que je pensais qui n'allait pas sur ces méthodes. Et en fait, petit à petit, j'ai complètement fait un virage, j'ai complètement fait une transition dans ma façon de travailler. Donc, moi, en tant qu'éducatrice canin, mon but, c'est vraiment de travailler sur du chien de compagnie, du chien de famille. Hein. Donc, vraiment, ça va être. Alors, il peut y avoir plein de types de soucis, mais je suis vraiment axée sur le chien de famille. Après, j'ai fait beaucoup de formations dans le sport canin, j'ai fait beaucoup de formations sur des domaines beaucoup plus techniques et beaucoup plus précis qui m'ont énormément apporté. C'est d'ailleurs là que j'ai pu voir des chiens monter sur des niveaux excellents avec des méthodes qui, en fait, sont hyper pointues. C'est des choses que j'ai intégrées dans mon travail au quotidien. Donc aujourd'hui, on reparlera des méthodes éducatives vu que c'est le sujet du débat, je ne vais pas trop m'étendre. Mais en tout cas, voilà, mon parcours d'enseignement, il a été comme ça. Après, d'un point de vue plus mondain, on va dire, j'ai fait pas mal de choses dans le milieu éducation. J'ai pu écrire des livres, j'ai fait déjà des débats, j'ai fait des télés, j'ai fait plein de choses. Et mon but étant de vraiment populariser
éducation que je prône. Après, on reviendra sur les termes parce que l'éducation Ouais, parce que positive, on moi, pourrait le sans, définir et on pourrait sans définir spoiler, coercitif et voilà, on pourrait sans définir plein spoiler de la choses. communauté, effectivement, j'ai déjà eu un échantillon hier au téléphone avec Nico très rapidement, parce qu'on est resté que peu de temps au téléphone, mais où c'était déjà très intéressant, les termes, etc. Donc, je suis ravi qu'on en C'est parle ça. ensemble. Alors, du coup, toi, Chloé, je sais que tu as aussi un centre de formation où tu formes des éducateurs canins. Oui. Et du coup, Nico, toi, est-ce que c'est ton cas? Tu formes Oui, aussi j'ai des un gens? centre de formation depuis 2015. D'accord. Donc, du coup, tu formes à l'année aussi des éducateurs canins, du coup, Exactement. qui s'installent derrière. Alors, ils s'installent en leur nom avec ta franchise. Il y a un Alors moi, système j'ai pas où... de franchise, oui, ils s'installent en leur nom, tout à fait. D'accord, ok. Très bien. Bon, et ben, je propose qu'on démarre ce débat. Alors, juste pour mettre les choses Yes. au clair, que ce soit et pour vous et dans les commentaires, on se veut sur un débat constructif et bienveillant. On a le droit de ne pas être d'accord, mais le but, c'est que ce soit vraiment très constructif, que les gens comprennent, donc que ça ne parte pas dans tous les sens. Et voilà, et que ça reste dans le respect, ici comme dans les commentaires. Et une fois de plus, s'il y en a qui veulent participer dans la communauté au débat, qui ont eu un cas précis avec leur chien et qui veulent en parler, vous savez que vous pouvez le mettre en commentaire ou avec la petite main en bas à droite de votre téléphone, vous pouvez vous connecter avec nous et échanger directement en live vidéo avec nous si vous le souhaitez et on répondra avec grand plaisir à vos questions. Donc du coup, déjà, effectivement, je veux bien un peu pour vous deux vos définitions du coercitif et comment est-ce que vous l'expliqueriez à quelqu'un finalement qui le dirait, puisque c'est vrai que les méthodes qu'on dit, alors il y a plein de noms pour définir ça, donc pour la personne qui nous regarde, qui n'est pas forcément experte en éducation, et on va quand même essayer de se mettre au niveau des gens qui ne sont pas des experts forcément en éducation canine. Donc il y a les méthodes amicales, naturelles, respectives, traditionnelles, coercitives, enfin voilà, il y a plusieurs choses autour de ça. Donc du coup, effectivement, est-ce que vous pouvez présenter? Alors il y a déjà quelqu'un qui nous rejoint, il y a Julien. Donc Julien, il a peut-être quelque chose à nous dire, mais je veux déjà bien que vous démarrez sur ces définitions. Ok. Honneur aux femmes quand même, qu'on Chloé, on te laisse démarrer, et puis Nico Allez. prendra le. Ok. Du coup, il n'y a pas de problème de son, c'est bon. C'est bon. Alors, il est Ça a reparti. coupé. Ok, allez. Ok, donc si je devais vulgariser complètement le propos, parce que le but, c'est pas forcément d'aller dans une explication qui dure 50 ans, mais si je devais vulgariser et vraiment de faire un truc hyper manichéen, parce qu'en fait, on va aller dans le détail et c'est pas ça, on peut mettre en opposition des méthodes coercitives avec des méthodes positives. Mais ça, c'est vraiment dans l'idée populaire, d'accord? On a souvent l'idée qu'il y a d'un côté les méthodes coercitives, d'un côté les méthodes positives, et en fonction d'où on se place, de quel côté de la barrière on se place, en face c'est les méchants, et etc. Donc ça, c'est à mon sens, hein, d'accord? J'ai pas la vérité absolue, mais de ce que je perçois du milieu canin, on est aujourd'hui sur des clivages un peu comme ça, où tu as le bon, le méchant, et encore une fois, celui qui est en face, c'est forcément le méchant. Si je reste toujours dans cette caricature qui, encore une fois, est selon moi une caricature donc fausse, on a en fait d'un côté dans l'éducation coercitive et encore une fois, c'est mon point de vue, hein, Nicolas donnera le sien, mais on va être souvent sur des méthodologies où l'approche éducative repose sur des concepts qui souvent vont être liés à des concepts de hiérarchie, de chef de meute, etc. On pourra en reparler aussi. Encore une fois, je précise bien, je vais être claire là-dessus. Je suis dans une caricature dans ce que je dis là. C'est pas concrètement ce que je dis, j'essaie juste de dresser un tableau assez général. Et de l'autre côté, on va être à l'opposé de cette approche plutôt hiérarchique, etc., avec des méthodes dites positives, et encore une fois, il faudrait définir les termes, où là, on serait, encore une fois, je suis un peu biaisée peut-être quand je le dis, mais on serait sur une approche qui donc sont à l'opposé de cette partie où je fonctionne selon hiérarchie, mais où plutôt on va travailler sur une approche en faisant attention à l'émotion du chien, etc. Mais je ne dis pas que la méthode coercitive fait pas attention, juste, encore une fois, c'est un tableau ultra manichéen et je ne me place ni dans l'un ni dans l'autre. Volontairement, je ne suis pas dans cet esprit. Mais si je la devais hiérarchie, mettre je propose qu'on en parle juste après, parce qu'effectivement, tout ce qui est phénomène de dominance, etc., c'est des vraies questions qui font débat, toujours à l'heure actuelle, et d'ailleurs, que ce soit en éducation, mais comme chez les vétérinaires, comme chez certains chercheurs, je veux dire, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui a sorti la grande vérité autour de ça, même si ça commence un peu à se dessiner. Mais du coup, ça, c'est aussi important qu'on l'approche. Et après, je propose qu'une fois qu'on a expliqué ces quelques termes,
qu'on rentre peut-être dans des cas précis, justement, pour pouvoir parler concrètement de ce que vous faites au quotidien, de comment est-ce que vous voyez les choses. Et peut-être, je ne sais pas, sur chacun d'entre vous, pourra peut-être nous citer un ou deux cas précis et comment on y arrive, puisque là, effectivement, vu les méthodes, on parle bien sûr du labrador de famille qui n'a pas de soucis, etc. Donc Karine, pour répondre à ta question, ce qu'on entend par méthode coercitive, donc Chloé vient de répondre selon sa façon, et du coup Nico va répondre juste maintenant. D'ailleurs Nico, je te laisse la parole. Pour toi, un peu ce que tu entends par là, si c'est quelque chose que toi, par exemple, tu penses pratiquer, etc., etc. Alors après, ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Chloé. En fait, on est tous le positif ou le coercitif de quelqu'un au bout d'un moment, de toute façon, déjà dans la manière de l'amener. En fait, pour moi, déjà, le problème, souvent, je vais venir là-dessus, c'est le choix des mots. En fait, il y a un problème aujourd'hui, pour moi, dans le choix des mots. Quand on se dit positif, amical, bienveillant, ça veut dire qu'en fait, on est négatif, coercitif, malveillant. Et en fait, moi, je me sens quelqu'un de très bienveillant. Je ne mettrai jamais quelque chose. Si je fais quelque chose pour un chien, c'est que je l'ai pensé et que je pense qu'il a besoin de ça. Donc, je vais toujours adapter à l'animal que j'ai en face de moi. Pour moi, déjà, c'est ça ma pensée de départ. Le côté coercitif, j'ai vu des gens avoir des méthodes qui m'ont heurté parce que pour moi, le chien en face n'a pas compris ce qu'on lui a fait subir, pourquoi on lui a fait subir, et ça, pour moi, ça devient coercitif. Après, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, comme je dis, en fait, on est beaucoup sur le jeu des mots. On aborde effectivement aujourd'hui la méthode positive. Dans la méthode positive, on va avoir des extrêmes, même déjà dans la méthode, où aujourd'hui, moi, des choses que j'ai pu voir, où on va être dans la caricature, on va aller dans des extrêmes où on va peut dire non. Déjà, non, ça devient déjà être négatif, c'est déjà en fait une opposition. On n'a plus le droit En fait, on arrive dans des choses où forcément, moi, si je viens à dire non, je deviens le coercitif de celui qui veut pas dire non. Et en fait, pour moi, le débat, il se pose là, c'est déjà. Pour moi, on est tous le positif ou le négatif de quelqu'un, de toute façon, dans la manière d'amener les choses. Et du coup, d'ailleurs, ça reprend ce que dit la Anne, qui visiblement a dans ton sens, qui fait un bon éducateur et celui qui adapte la méthode au couple maître-chien qu'il rencontre. Donc effectivement, ça, je pense que déjà là-dessus, vous êtes tous les deux d'accord. Chloé, je te donne la parole. Vas-y, après j'enchaîne. Vas-y. Ok. Juste en t'écoutant parler, Nicolas, ça me fait penser à ça et je trouve que c'est un point intéressant à soulever, qui est qu'aussi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit dans ce que tu as dit. La première, par exemple, pour parler du nom, parce que le nom est vraiment l'une des choses qui oppose un peu les différentes méthodes. Et je pense que dans le débat, cette idée de faut pas dire non, etc., est mise en place. Donc, pour vraiment désamorcer ça, parce que je trouve que c'est important, de mon point de vue, quand on est en train d'apprendre à un chien, qu'on est dans un protocole éducatif, qu'on est vraiment en train d'apprendre quelque chose, le nom ne doit pas avoir sa place quand on est vraiment dans l'apprentissage. Maintenant, je suis en balade, je suis dans la vraie vie, mon chien, il n'a pas encore acquis un apprentissage que j'ai eu le temps de monter parce qu'il a 6 mois, parce que je ne sais pas, parce que la vie fait que j'ai pas prévu ce moment-là et ce moment arrive. Peut-être que je vais être amenée à utiliser un non, un interdit, mais en pourcentage, ça va être quelque chose de très faible et ce sera dans une situation où j'ai pas pu anticiper ou j'ai pas dû anticiper. Et du coup. Et pourquoi, excuse-moi, je te coupe, mais pourquoi est-ce que sur un apprentissage du coup d'éducation, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire non? Parce que finalement, je veux dire, pour moi, le coercitif, je vous le dis très clairement, et on va y venir sur les méthodes, même les accessoires, puisque c'est vraiment quelque chose que je veux aborder avec vous en termes de. Mais donc du coup, non, je veux dire, pour moi, c'est pas quelque chose qui est choquant de dire non à un chien. Je veux dire, voilà, un coup de sonnette qui fait voler le chien à 3 mètres. Oui, ça, je vous dis moi en tant que personne, moi effectivement ça va complètement me choquer. Que dans l'apprentissage on apprenne le nom à un chien, c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos enfants en fait. Donc je veux dire, moi c'est pas quelque chose de choquant pour moi que dans l'apprentissage. Si pour moi les méthodes coercitives c'est juste dire non, alors je pense que vraiment il n'y a pas de problème et que tout est résolu et qu'il faut vraiment arrêter les débats quoi. Je veux dire, dans ces cas-là, tout ça ne sert à rien. Si je peux juste reprendre ce que tu disais, Chloé, en fait, je suis d'accord avec toi sur moi, employer le mot non à tout va, n'a aucun intérêt. Le chien, il comprend rien, en fait. Le non n'a aucune valeur en soi. Le non, en fait, va avoir forcément. Moi, je dis toujours aux gens, si vous dites non, vous dites oui. Si vous dites oui, vous dites non. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, dans la vie, en fait, fait que si je t'apprends quelque chose, je vais t'expliquer ce que tu as à faire. Et donc, avant de lui avoir expliqué, je vais pas lui dire non. Mais à partir du moment où je t'ai expliqué,
je vais te dire maintenant, c'est ça, c'est la limite en fait. C'est la limite de ce que je t'explique. Si je t'ai appris, maintenant il va y avoir une opposition forcément à un endroit. Ça fait partie de la vie, le non. Mais le non ne veut pas dire en fait on va lui rentrer dedans. Le non, c'est une opposition. Tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça me paraît, moi, essentiel. Alors, du coup, dans ce que tu as dit, par exemple, Yoann, si je rebondis, tu as dit on peut apprendre le non et c'est pas un problème. En fait, oui, on peut apprendre au chien quelque chose qui va nous permettre de mettre une limite. Mais ça ne veut pas dire que dans cette façon de l'apprendre, on va l'apprendre avec un interdit. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans ma hiérarchie de fonctionnement, avec mon propre chien, d'accord, ou avec les chiens que je peux avoir en éducation, je vais avoir différents exercices qui vont me servir dans différentes situations. Par exemple, si mon chien, j'ai pas envie qu'il aille voir un autre chien en face, pour X ou Y raison, je vais pas utiliser le nom, enfin mon nom, d'accord, parce que j'ai un signal qui est, ça c'est pas possible, d'accord, là la porte se ferme à cet endroit-là, ce signal il existe dans ma méthode, dans ma façon de travailler, ok, mais ce signal je vais l'utiliser à un moment bien précis pour une raison bien précise. Et proportionnellement, il sera très rare en fait dans ma vie avec le chien. J'ai d'autres signaux, par exemple, j'ai ce qu'on appelle un interrupteur positif. C'est en gros arrête tout et reviens tout de suite. C'est un peu comme si je te dis à chaque fois que t'entends le mot carotte, tu as une conséquence hyper agréable qui se passe pour toi et que j'ai pas envie que tu ailles voir cette personne et que je crie carotte, bah en fait tu lâches tout et tu viens me voir et il n'y a pas eu à ce moment-là. Chloé, je suis pas sûre que le mot carotte soit le plus adapté pour moi. Ok, je peux dire champagne éventuellement. Et alors là, oui, par exemple, là, typiquement, je peux faire demi-tour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette approche, là où je vais faire attention, c'est l'émotion de mon chien. Et là où ça rejoint un point qui est essentiel, c'est que chaque chien va avoir sa propre sensibilité. Pour donner un exemple concret, il y a quelques mois, j'étais en formation avec une de mes stagiaires qui a une chienne, très mignonne, tout ça, pas de problème, berger australien. Et en fait, cette chienne avait une sensibilité vraiment accrue, de sorte à ce que, juste à un moment, j'arrive vers elle. Donc, elle était là avec son chien, j'arrive pour lui donner quelque chose. Donc, j'arrive frontalement, mais comme on peut arriver, vraiment, c'était vraiment un contexte tout à fait normal. Je peux arriver vite, je suis arrivée normalement face à la chienne. La chienne, ça l'a tellement perturbée, j'ai mis 3 jours avant que vraiment elle se dise « Ok, c'est bon, je te refais confiance ». 99% des chiens, vous arrivez vers eux, ils s'en foutent. Moi, mon chien, t'arrives vers lui, il se dit super, caresse-moi. Mais ce chien-là, dans cette sensibilité, même un non, je pense clairement, ça la met dans tous ses états, tu vois. Alors que ce même non, et encore une fois, est-ce qu'on l'a appris ou pas? C'est la question. Donc, j'enseigne cet interdit, d'accord? Cet interrupteur négatif, c'est un truc qui est enseigné pour que ce soit clair, parce que non veut rien dire. Hein. Je peux dire pomme de terre, ça fera pareil. Donc, certaines races de bergers, en plus, de manière assez générale, certaines races de bergers sont quand même très petites par rapport à, on va dire, à d'autres groupes de chiens. Voilà, vous pouvez je te mets le border collie et le berger hollandais. Mais c'est ça, je te mets un border collie et un berger hollandais ligné de travail. Enfin, dans les deux cas, j'aurais pas les mêmes comportements et j'aurais pas la même sensibilité, parce qu'ils sont pas sélectionnés de la même façon. Non, mais donc, par exemple, je pense aux bergers blancs, aux brillards, à ces races-là. C'est quand même des races où tu peux facilement trouver des sensibilités assez importantes. Bien sûr, carrément. Et pour moi, pour conclure, et je te laisse la parole, ce qui est important, en fait, c'est de se dire, moi, mon job d'éducateur canin, c'est de maîtriser les mécanismes d'apprentissage, de vraiment avoir compris comment j'apprends un chien. Et quand je dis, je le vois parce que là, je suis en formation sport, notre formatrice, c'est Yannick Toulon, son chien, il est vice-champion du monde de frisbee. Le chien, c'est une machine de guerre, tu vois, vraiment d'un point de vue technicité, mon chien, il peut aller se rhabiller, tu vois. Tout est monté en méthode positive, tout. Je veux dire, t'as pas un niveau comme ça, c'est impressionnant vraiment. Et là où ce que je veux dire, c'est que dans mon travail, c'est ok, je maîtrise les mécanismes. Je vais pas monter un champion du monde en frisbee dans mon travail, mais je fais des formations comme ça parce que ça me donne des techniques très claires qui me permettent d'appliquer aux chiens de compagnie. Et là où je veux en venir, c'est que dans mon travail, dans mon cadre, je gère ça et je fais attention à l'émotion du chien. Dans la vraie vie, je prépare les chiens à ce que dans la vraie vie, ça se passe le mieux possible pour eux, en fait. Qu'ils aient, que les maîtres aient des outils concrets pour appeler, pour dire, ok, en fait, juste t'apprends que là, tu vois un autre chien et tu dois attendre. Et il n'y a pas besoin de mettre de coercition, donc d'interdiction de choses. On peut même mettre en place un dialogue avec le chien réellement. Et on fait vraiment attention à l'émotion. Pour récapituler, l'éducation positive, dans ma définition, c'est je fais attention à l'émotion du chien quand il apprend et je fais en sorte que son émotion soit la plus motivante possible, qu'elle soit le plus dans la motivation possible. Point. Et ça, là-dessus, j'ai l'impression que de toute façon, vous partagez. Alors, Nicolas, je te laisse évidemment. Mais je suis entièrement d'accord, en fait. J'ai l'impression que je veux dire,
te vois acquiescer depuis tout à l'heure, donc je me Mais dis oui, que parce que finalement, en fait, ça me paraît tellement logique. En fait, après, le mot non, en fait, moi, je l'emploie pas parce que pour moi, le mot non n'a pas de sens, en fait. Et en Non, moi non fait, plus, moi, de je cette vais façon-là. travailler, je vais avoir une opposition exacte. Je vais construire, en fait, mon négatif, entre guillemets, mon opposition, je vais la construire. Parce que, et comme elle disait, en fait, on doit s'adapter toujours au chien qu'on va croiser. Donc, le chien que je vais rencontrer avec la sensibilité qu'il va avoir, je vais adapter. Et bien sûr que d'abord, la construction première, c'est d'abord lui expliquer le positif. Parce que je vais lui enseigner, voilà, tout ce qui est positif là. Si tu vas dans cette direction, attention. Mais autrement, en fait, je vais d'abord enseigner au chien la valeur de l'envie d'être avec moi, de faire avec moi, de travailler avec moi. Et maintenant, je sais aussi que dans la vie, le chien, je peux être tout ce que je veux pour lui. Il y a toujours des situations où nouvelle, selon la sensibilité du chien, pareil. Un chien, entre moi, qui l'a tous les jours, qui l'a par cœur, et un lapin qui court, ma valeur à moi, d'un coup, elle devient moindre, et c'est normal. Et dans ce cas-là, en fait, je vais juste l'expliquer. Ça, mon grand, c'est interdit. Et ça fait partie, en fait, juste des choses qu'on va travailler, mais c'est un balancier. Et à aucun moment, en fait, dans ce balancier, le but, c'est, enfin, je me sens pas, je vais pas mettre du coercitif, parce que en fait, c'est ça qui m'a. C'est le problème, enfin, encore une fois, c'est un problème d'appellation des mots. Mettre une opposition et dire au chien, ça c'est non, c'est interdit, c'est pas être coercitif pour moi. C'est être juste, garant Tout du dépend de cadre. la façon de l'avoir fait, en fait. Bien sûr. Justement, et du coup, pour rentrer dans le vif du débat, par exemple, je sais pas, voilà, donc vous deux, dans vos centres d'éducation canine, dans vos formations, etc., par exemple, est-ce que justement, ce qu'on appelle par contre des outils coercitifs, comme les colliers étrangleurs, semi-étrangleurs, voire les colliers électriques, est-ce que c'est des choses, par exemple, en rééducation, où vous allez utiliser, où là, clairement, par contre, le mot ne fait assez peu débat, enfin, je veux dire, ou même, voilà, c'est des projets, de voir si est-ce que ce sera autorisé, interdit et autres. Est-ce que ça, c'est des choses, c'est des outils que vous utilisez, pour lesquels, selon certains cas, vous dites bah oui, il le faut, certains non, enfin voilà, est-ce que, ou là, du coup, enfin je veux dire, ou là, clairement, on rentre quand même sur quelque chose d'un peu plus concret. Ça, du coup, c'est quoi votre opinion là-dessus? Et je veux bien que tous les deux, vous êtes. Alors, je veux bien des réponses un peu courtes, Chloé, parce que je sais que Oui. et qu'il nous reste finalement qu'une demi-heure ensemble, donc ça va aller hyper vite, et je pense que je vais être hyper frustrée parce qu'on n'aura pas pu tout aborder. Moi, je peux répondre si vous, Ouais, bien sûr. Moi, j'utilise des colliers dits étrangleurs. En fait, j'aime pas le terme en fait, mais dits étrangleurs parce que pour moi, un collier plat étrangle beaucoup plus qu'un collier étrangleur. J'utilise en fait, ça peut m'arriver d'utiliser un collier électrique, mais en fait, là, ça a été un peu technique peut-être pour les gens qui nous écoutent, mais moi, je ne travaille pas en fait en punition. En fait, je vais travailler en renforcement négatif, beaucoup plus qu'en punition. Le problème en fait pour moi, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui sont peut-être pas à un niveau technique, ce que tu appelles le coup de sonnette, ce qu'on négatif. appelle un coup de sonnette en éducation, ou le collier électrique qu'on va envoyer le chien pour. Peut-être montrer aux gens, donc c'est en gros le chien un coup part de un petit collier, peu et on peut tirer très fort sur un collier qui va quand même l'étrangler. Voilà, je travaille très rarement comme ça. Le collier électrique, je travaille pas avec le collier. Le but, c'est pas de envoyer le chien à faire un virevolter en l'air. En fait, je vais travailler souvent en inconfort, juste en inconfort. C'est-à-dire que le collier est très très bas, il est en très très basse intensité, et le but, c'est que le chien réfléchisse. Là-bas, je vais là-bas, c'est pas très agréable, c'est pas douloureux, le chien il couine même pas. Hop, je reviens vers papa, tout de suite c'est confortable. C'est ça qu'on apprend au chien. On apprend au chien à réfléchir. Et donc, en fait, c'est pas le but est pas de faire mal au chien. Et quand on travaille, en fait, quand je travaille un collier, le collier dit étrangleur, en fait, je l'utilise surtout en sécurité. Parce que moi, je travaille des chiens qui sont sortis du cadre de la famille, c'est-à-dire que des chiens que des gens ne peuvent pas approcher. Et moi, en fait, je ne mets pas mon chien en face ou moi en face si je ne peux pas en fait me protéger juste sur l'approche. Et parce qu'en fait, un collier plat, le chien l'enlève, un harnais, le chien l'enlève. Donc, à un moment, pour pouvoir approcher le chien, je me mets juste en sécurité. À partir du moment où il est tenu, je sais qu'il ne veut pas venir à moi, en fait, là, je peux commencer à travailler. Mais la plupart du temps, un chien qui veut me mordre, je vais le laisser mordre, pour vous dire, en fait. Alors, je suis protégé, mais je vais juste le laisser mordre et lui dire, tu vois, tu mords, je m'en vais pas. Maintenant, réfléchis, on fait quoi? Donc là, effectivement, il y a Dimitri qui commente que c'est la nuance entre rééducation et éducation. Puisque là, du coup, effectivement, Nico, tu nous parles de cas quand même assez extrêmes, puisque du coup, c'est des cas mordeurs, etc. Et ça, typiquement, c'est pas quelque chose où, justement, alors, on est là pour débattre et échanger. C'est pas, par exemple, avec un collier vibratoire, par exemple, tu as autre que électrique, enfin, je veux dire, qui n'envoie pas des charges, mais des vibrations.
Ça, c'est pas quelque chose qui est par exemple facile à travailler. En fait, la vibration, je peux l'utiliser. Ouais, J'ai un à chien remplacer. sourd en ce moment. Je travaille avec une petite chienne qui est sourde. Et en fait, je lui ai appris que la vibration, c'est son prénom. Ça vibre, tu viens. En fait, donc je vais adapter l'outil en fait à la situation. Mais le but pour elle, la vibration, c'est chouette. Papa m'appelle. Donc je lui ai appris ça. Mais comme chaque outil, en fait, je vais les utiliser, mais je vais les utiliser avec l'adaptation familiale qui rentre en ligne de compte. Et le but du jeu, c'est de l'enlever, hein. Quel que soit le matériel, pour moi, c'est de l'enlever. Mais en fait, aujourd'hui, je vois des gens qui ont un petit collier plat, qui ont l'impression d'être... il n'y a pas un collier étrangleur, mais les gens sont en train de tracter le chien en permanence et il est étranglé d'un bout à l'autre de la balade. Je vois des gens au harnais où le chien, il marche de travers. J'ai vu une ostéopathe cette semaine pour mon chien, juste pour un contrôle. L'ostéopathe, on me parlait de ça. Elle me disait, mais aujourd'hui, c'est une saloperie, les harnais, parce qu'en fait, tous les chiens ont des déformations, ont des problèmes osseux à cause des harnais, parce que très mal utilisés. C'est pas l'outil le problème, en fait, c'est l'utilisation de l'outil qui me pose un problème. Pour moi, en fait, ces outils-là, en fait, devraient pas être vendus en vente libre. Ils devraient être appris D'ailleurs, par un il y a éducateur. Alizé qui l'a rejoint, qui fait un commentaire, pardon, et je la rejoins vachement, parce qu'il y a mes colliers étrangleurs interdits dans de nombreux pays européens, mais pas douloureux. Mais là où en fait, Nico, toi, tu nuances, c'est que tu dis qu'en fait, sur des professionnels qui connaissent et qui peuvent accompagner, ça peut être un outil, alors que par contre, effectivement, Madame Michu qui n'y connaît rien et qui va appuyer toute la journée, parce que, je veux dire, c'est quand même malheureusement le cas. Ah oui, ça arrive, hein, en vente et à là, on n'importe rentre dans le qui veut. coercitif. Et c'est des gens qui, clairement, vont totalement inhiber leurs chiens en les bombardant, clairement, de coups Et si je peux juste répondre à la dame là, qui parlait de nombreux pays européens, je peux vous dire, c'est un cas concret qui est arrivé samedi dernier, en fait. J'ai une dame qui vient de Suisse avec son chien, parce qu'en Suisse, comme son chien il a mordu, son chien il serait euthanasié. En fait, parce qu'aucun éducateur ne veut le travailler, parce que trop dangereux. Donc en fait, on les amène en France pour qu'ils soient travaillés par des éducateurs comme moi. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est facile de dire on n'utilise pas de ces outils en Suisse, mais en Suisse, il y a un taux d'euthanasie qui est extrême aussi. Je trouve que oui, pour le coup, okay. Bien sûr, mais où pour le coup, là, je veux dire, où je rejoins et on va en parler avec Chloé, où moi, je comprends ton point, parce que j'imagine qu'effectivement, c'est sur des cas très extrêmes que tu utilises ça. Bien sûr. Ou par contre, là où je rejoins totalement Alizé, c'est que pour moi, voilà, je veux dire, et moi je suis juste là pour animer le débat, je suis pas là pour forcément donner mon avis, mais qu'effectivement, n'importe qui n'a aucune connaissance du chien, qui a juste un chien qui n'arrive pas à gérer, qui va même pas partir dans un process d'aller voir un éducateur canin ou quelqu'un voilà, pour l'accompagner et qui va juste bombarder son chien toute la journée de décharge, oui, pour moi, c'est complètement, c'est une ineptie et ça devrait être interdit, quoi. Et Chloé, du coup, est-ce que toi, tu peux peut-être compléter ou dire toi si c'est ce que tu penses de ces outils, si c'est des choses que tu bosses, etc. Moi, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai commencé au collier étrangleur, donc je connais bien l'outil. J'ai jamais eu la sensation, quand je travaillais au collier étrangleur à l'époque, d'être violente, méchante, agressive, douloureuse pour le chien, etc. Maintenant, dans ce que tu as pu dire, donc non, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai complètement proscrit et que je bannis et que je suis entièrement contre à 1000%, d'accord. J'ai aucun là-dessus, il y a plus de doute en moi sur cet aspect-là. Il y a plusieurs choses. Après, je vais juste nuancer un petit peu. Quand on parle d'un chien qui est vraiment ultra agressif, qui a mordu, qui est mordeur, etc., je peux entendre qu'on mette un outil pour la sécurité dans un moment donné, parce qu'à ce moment-là, il faut que le chien ne s'échappe absolument pas et que dans l'urgence, on puisse mettre en place un lasso. D'accord ? Là-dessus, c'est quelque chose qui est exceptionnel, c'est quelque chose qui est dans un contexte très, très spécifique. Je vais pas dire non, surtout pas, faites-vous bouffer et puis le chien il va se barrer et ce sera un danger pour tout le monde. Non, ok, faites en sorte qu'il ne se barre pas et on va gérer la situation en urgence. Mais on est dans un cas d'urgence et c'est pour moi quelque chose qui n'est pas mon travail, c'est pas de gérer des urgences, c'est de faire en sorte que les urgences n'arrivent pas. Mais dans tous les cas, si je suis dans un cas d'urgence et que j'ai rien sous la main, clairement, je prends une laisse, je fais un lasso, j'ai une laisse lasso et mon chien, au moins je me mets en sécurité et je suis dans cette urgence-là, c'est spécifique au contexte. Donc point. Après, dans ce que tu as pu dire, Nicolas, tu disais que tu travaillais en renforcement négatif et du coup pas en punition, mais en réalité, si je peux me permettre, du coup, c'est une punition parce qu'en fait, dès l'instant où tu ajoutes quelque chose qui est inconfortable, même si derrière, boum, tu pars en R-, du coup, en renforcement négatif, tu es quand même, si tu enlèves ce qui l'inconfortait, tu l'as quand même ajouté, donc il y a quand même quelque part, à un moment donné, une punition. C'est pas un gros mot, une punition, ok, la punition positive ou la punition négative, c'est pas un gros mot. C'est juste que dans la technicité,
on est quand même sur une forme de punition, même si ensuite on contrebalance avec un renforcement, on a quand même amené une forme de punition à un degré qui permet au chien d'apprendre, parce qu'évidemment, si tu lui arraches le cou, il va être tellement dans l'émotion qu'il n'apprendra plus rien. Donc évidemment, tu fais attention à ce qu'il reste dans une émotion qui reste plutôt désagréable, mais quand même pas complètement à l'opposé de ce qu'il est capable de subir, entre guillemets. Et je comprends cette technique. Juste, dans ma façon de travailler, je décide volontairement de ne pas aller volontairement dans cet aspect-là. C'est-à-dire que dans mon protocole éducatif, et c'est là que pour moi c'est très clair, c'est que dans la façon dont je vais avoir de travailler, je vais mettre en place, la personne va venir me voir, elle va me dire, voilà, mon chien il fait ça, je veux pas. Ok, bah déjà on va réfléchir à qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la place, et ça je vais l'enseigner. Et dans mon aspect éducatif, je serai en renforcement positif. Cet enseignement, je vais le monter de sorte à ce qu'il devienne fort, qu'il devienne conditionné, qu'il devienne vraiment lié à l'émotion que je veux, etc. Et ça, je vais m'en servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, mon chien me saute dessus. Au lieu de mettre en place une punition sur le fait qu'il saute, je vais mettre en place un enseignement sur ce que je veux qu'il fasse à la place. Et je vais me focaliser que sur ça. Et en fait, la majorité du temps, ça va suffire. Maintenant, si un jour dans l'urgence, il va sauter sur un enfant qui a la laisse, que ma laisse se tend, oui, je mets une punition. Et encore, j'ai pu apprendre cette tension de la laisse en méthode positive au préalable, mais admettons, mais je suis dans une urgence d'une situation qui n'est pas un protocole éducatif. Donc, ça, c'est ce que je dirais. Après, sur les harnais, pour rebondir, alors sur les colliers à vibration rapidement aussi, parce que les colliers à vibration, on en entend beaucoup parler, ça peut devenir une punition, le collier à vibration, parce qu'il y a des chiens qui sont très sensibles à ça. C'est-à-dire qu'il y en a, on leur met ça, c'est comme un collier électrique. D'ailleurs, j'ai fait une formation comme ça sur le collier électrique pour bien connaître cet outil. Et les premières étapes, c'est la vibration. Ça peut être quelque chose d'inhibant pour le chien. Alors, il y a des chiens qui s'en foutent. Il y en a, il faut faire un travail de rééducation sur le fait que la vibration, en fait, ça va. Mais c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a des chiens, la vibration, ça va pas avoir l'effet escompté. Ça peut nécessiter un travail. Et sur les harnais, moi, si j'ai un chien qui bourrine comme un fou, on parlait des colliers étrangleurs. Donc, moi, je vous l'ai dit, je suis contre. Maintenant, je suis d'accord avec toi, un collier plat peut faire autant de dégâts. Et les éducateurs qui vont se dire, moi je suis au collier plat, donc c'est bon, c'est complètement aberrant parce qu'en fait, tu peux avec un collier plat faire voler un chien, il n'y a pas de souci. Beaucoup de harnais de marque assez connus, enfin je veux dire, il y a beaucoup de harnais et nous on le voit, enfin je veux dire, à l'agence de manière générale, qui ne sont pas du tout étudiés pour les chiens en fait. Enfin, je veux dire, ils sont juste là pour être beaux. Et en fait, il y a très peu de. Enfin, je veux dire, les gens vont acheter des harnais dans les animaleries ou autres, et au finalement, il y a beaucoup de marques qui en font sans même avoir étudié le chien. Et où clairement, oui, et je rejoins tout à fait ce que disait Nico tout à l'heure avec son ostéopathe, où en fait, le harnais qui n'est pas du tout un harnais soit de haut de gamme, soit de compétiteurs qui finalement ont créé le harnais, et où en fait, on se rend compte que bah oui, c'est clairement... Alors, il y a juste, je vous prends, parce qu'on est quand même là aussi pour répondre aux questions de la communauté, il y a Whitney qui nous dit, à l'école du chiot, utiliser un collier semi-étrangleur sur un cavalier Kinshasa de 3 mois, est-ce vraiment sérieux? Donc je vous laisse peut-être... pour moi, ça l'est jamais. En fait, à aucun moment, c'est sérieux. Et avec un chiot, probablement encore moins. Non, mais pardon, Nicolas, j'ai pas entendu. Il n'y a pas de nécessité. Après, en fait, si tu lui mets juste et que tu l'utilises jamais, on s'en fout, tu vois. Mais si c'est pour le tendre, enfin voilà, ton chien il peut avoir un. Parce que le problème, c'est d'apprendre au chien à pas tendre la laisse, en fait. En fait, le but du jeu, c'est d'apprendre au chien à pas tendre la laisse. En fait, quel que soit l'outil qui est autour du cou, en fait, souvent, c'est pas le problème. Après, c'est comment les gens l'utilisent. Le problème, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est des outils qui ne devraient pas être mis dans les mains de n'importe qui. C'est des outils qui doivent être appris. Après, le problème, c'est que dans ce que tu dis, Chloé, et je suis d'accord sur le fond. Après, pour moi, en fait, j'ai une problématique, moi, souvent aussi, de temps. On peut toujours prendre le temps qu'on veut, mais on a une problématique de temps. C'est que j'arrive chez des gens, j'ai des gens qui ont un souci avec un chien agressif. Quand je dis agressif, c'est pas forcément un extrême agressif, mais pour n'importe quel maître, son chien qui a mordu, même le voisin, même qui a pincé, c'est une urgence en fait. Et donc souvent les gens dans ce cadre-là, ils ont besoin tout de suite d'avoir une réponse et de trouver une solution. La solution, je ne vais pas la trouver en claquant des doigts, mais il va falloir que je trouve quelque chose. En tout cas, il va falloir que je montre à leur maître déjà que le chien, c'est pas une terreur. Et qu'on peut reprendre du contact très très vite avec des choses très positives. Mais des fois, l'urgence fait qu'on va adapter le matériel sur un temps. Ce temps qui va être pour moi assez court, mais le but du jeu, c'est de trouver une solution des fois d'urgence
pour pouvoir après rentrer dans toutes les méthodologies qu'on veut, retirer le matériel et apprendre. Je dis toujours aux gens, sans le matériel que vous mettez sur votre chien, le but c'est de l'enlever. Si vous en êtes dépendant, c'est qu'on vous apprend mal à l'utiliser. Parce quel que soit l'outil, le collier, peu importe, c'est un outil qui est juste là pour apprendre, mais il n'est pas là pour apprendre à votre place. C'est vous qui apprenez à votre chien et l'outil il est là juste pour vous aider à construire le savoir. Mais donc c'est comme ça qu'on apprend. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup pour moi, on fait plus le procès au matériel qu'à l'éducateur qui utilise mal le matériel. Et c'est plus ça le problème. Quand aujourd'hui... Oui, par contre, là, on rejoint quand même, je veux dire, et puis on va pas le répéter 5 fois, mais où effectivement, le fait que des gens puissent l'acheter sans aucune notion, alors qu'effectivement, ça n'a pas de sens. Et Whitney, du coup, répond à la question et dit je confirme que je ne sais pas m'en servir et l'école du chiot, c'est pendant 1 an. Donc, bon, Whitney, visiblement, c'est peut-être pas non plus la bonne école du chiot. Il y en a plein qui ne sont pas bonnes. Voilà, et il y a encore beaucoup d'endroits, effectivement. Et il faut toujours faire attention où on va, puisque il y a des endroits qui sont des associations dans les clubs canins, où c'est des personnes bénévoles qui suivent effectivement certaines formations, mais pas un niveau d'éducateur canin professionnel. Et je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, du coup, Nico et Chloé, mais où du coup, voilà, il faut quand même faire attention, en fait, où est-ce qu'on va. Et d'ailleurs, on a la question qui dire une bonne école du chiot, un bon éducateur, on entend tellement de choses différentes partout. Donc, je veux bien un peu vos deux réponses ensemble. Du coup, bon, je vais répondre à ça, mais ce qui est important, en fait, c'est vraiment de comprendre que... Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est pas l'outil qui fait l'éducateur. Enfin, voilà, c'est l'éducateur qui fait l'outil. Mais il y a quand même des outils sur lesquels on met un collier électrique, même si on clique doucement, ça va quand même faire un problème, tu vois. Maintenant, là où je voulais aborder sur la question du temps, parce qu'on oppose souvent le fait que la méthode positive, ça prend du temps et que c'est long et machin, mais vraiment pas. C'est-à-dire que je le vois, mais tous les jours, c'est vraiment une question de technicité. Et quand on arrive à capter ce qui motive le chien, parce qu'en fait, c'est ça toute la difficulté d'un éducateur canin, c'est comment je motive un chien. Une fois que j'ai trouvé la motivation du chien, mais c'est hyper facile. Et après, on n'a plus qu'à jouer sur cette idée de motivation et sur cette carotte qu'on va amener pour avoir une motivation. Et la carotte, elle peut être, tu vas aller voir un copain, tu me regardes, tu vas voir le copain. Ça peut être une friandise, ça peut être un jouet, ça peut être... Ça dépend du chien et ça dépend pas de nous. En fait, il y a beaucoup d'éducateurs qui se disent, moi, j'ai décidé que je ne travaillerai pas à la friandise parce que c'est vadé rétro satanas. Mais le chien, le truc qu'il aime le plus dans sa vie, il tuerait sa mère ou il vous tuerait dans votre sommeil pour ça, c'est la bouffe. Utilisez la bouffe, mais utilisez de façon à ce que ce soit un outil qui vous serve et pas que sans la bouffe, vous ne puissiez pas le faire, par exemple. Et pour moi... On avait un commentaire tout à l'heure, Chloé, qui disait ça, et je crois que c'était Karine qui le mettait, et qui disait méthode positive égale pour beaucoup de personnes saucisse. Et c'est vrai que quand tu parles de méthode positive, dans l'imaginaire collectif, les méthodes qu'on dit donc positives, même si là du coup, j'ai quand même l'impression que vous rejoignez sur beaucoup de points quand même. Je veux dire, donc, et surtout qu'on parle, on mélange éducation et rééducation, qui sont quand même deux choses aussi strictement différentes quand même, puisque effectivement c'est pas la même chose quand on a un chien qui est après d'être abandonné ou la raison pour laquelle c'est pour ça que j'ai un problème avec l'opposition des mots, parce qu'en fait, la rééducation, bien sûr que c'est pas de l'éducation, mais en fait, aujourd'hui, quand on fait de la rééducation, en fait, moi, c'est ce que je subis, c'est pour ça que j'en parle. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin de me sécuriser, en fait, pour travailler des chiens, pour leur sauver la vie. Hein. Et juste pour revenir à ça, aujourd'hui, quand il y a 10 ans, on m'appelait que quand on y avait de la chienne en rééducation, on m'amenait des chiens qui avaient, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on m'amène des chiens de 4 mois. Alors, c'est pas du tout, là, je ne mets pas du tout Chloé dans cette histoire, mais je parle vraiment de la méthode positive. Des gens qui sont mal formés, très mal formés, ou qui vont mettre des avis d'euthanasie sur des chiots de 4 mois. Et je l'ai vu encore dernièrement, et je dois avoir des appels tous les mois pour des chiots qu'on a des avis d'euthanasie parce qu'ils sortent du cadre et ce qu'ils ont fait 3 fois. Et aujourd'hui, ces gens, en fait, là, m'appellent à moi en disant qu'ils sont sortis d'un processus d'éducation positive et en me disant que le chien, on leur a dit d'euthanasier le chien parce qu'il est trop dangereux. C'est quand même dramatique. Et ce chien ne mérite ni rééducation, hein, c'est un bébé. Mais ça n'a rien à voir avec l'éducation. Chloé, je réponds juste pour terminer sur cette question.
qui du coup rejoint ce que vous êtes en train de dire, mais où clairement, d'un point de vue factuel, peut-être en 2 phrases. D'abord Nico, puis après Chloé, pour répondre du coup à cette question, comment on fait justement, parce que là, je vois plein de questions, on n'aura vraiment clairement pas le temps de tous y répondre et c'est hyper frustrant. Mais du coup, pour vous, comment est-ce qu'on trouve un bon éducateur canin? Ok. Du coup, juste parce que c'est important pour moi ce point-là, c'est que tu vois, dans mon travail, j'ai le côté inverse des gens qui vont me dire, moi, j'ai fait avec des méthodes coercitives. Et même j'en ai, ils arrivent, ils me disent, moi, j'ai fait avec des méthodes positives et ça marche pas. Et je les regarde, je fais, mais c'est pas de la méthode, c'est pas du tout la méthode, c'est pas ça en fait. C'est que c'est commercial beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai la cassette et je suis comptable, ok? Je passe la cassette, je passe mon QCM, j'ai fait mes 30 questions, je l'ai réussi, super. Légalement, je me fais un site web, je dis que je suis éducateur canin. Parce que ça rend bien, je ne vais pas dire que je suis en méthode violente, donc je vais dire que je suis en méthode gentille. Et puis, je vais avoir des clients et puis, je vais faire de la merde. Excusez-moi le vocabulaire. Mais le problème, ça c'est n'a la formation. absolument... Alors, le problème, c'est la formation. Oui, je suis d'accord. C'est la réglementation aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement. Même un BP éducateur canin, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est dur de répondre à la question comment choisir son éducateur parce que, moi, bien sûr, je vais le faire par rapport à mon C'est biais. exactement pour ça que je vous la posais. Oui, mais je vais le faire par rapport à mon biais et selon ma méthodologie. Moi, ça fait 13-14 ans que je suis éducatrice. Je suis encore en formation, je continue d'apprendre. Je suis hyper pointueuse, hyper rigoureuse avec moi-même et sur les mécanismes d'apprentissage et sur ce que j'apprends. J'ai pu étudier l'émotion, j'ai pu étudier même les biais cognitifs des humains. Enfin, j'ai fait vraiment, je suis partie dans des trucs, des fois, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça, hein, presque. Mais j'ai une rigueur de travail qui fait que aujourd'hui, j'estime que ma façon de travailler, elle est efficace. Déjà, elle marche, c'est-à-dire que le chien, il arrive au début, il part à la fin, ça se passe bien, d'accord? Et en plus de ça, elle répond vraiment aux choses que je ne veux pas, à savoir ne pas monter le chien dans une émotion et être le moins possible dans cette idée de punition, ok? Dans mon protocole éducatif. Donc, si je devais te dire à quelqu'un comment choisir son éducateur canin, clairement, c'est pas parce que son site il est joli, ok? C'est pas non plus parce qu'il a fait un BP, parce qu'on a le BP éducateur canin qui a un diplôme d'État et on pourrait se dire que donc forcément ça va. Très franchement, dans les BP, il n'y a pas de programme défini d'un BP à l'autre, vous n'allez pas apprendre les mêmes choses. Ça va dépendre pour moi, et c'est le problème, c'est qu'il faudrait que que le client, d'abord se renseigne sur les méthodes, sur les approches, capte comment fonctionnent les mécanismes d'apprentissage, et de là, lui, fasse son choix et se dise, OK, moi j'ai mes garde-fous, je sais que ça je veux pas, je sais que ça je veux, je sais que... Voilà, ça c'est pour moi le premier point. Et le second, c'est la pédagogie de l'éducateur. Parce que alors là, peu importe dans quel panier on se met, moi j'ai vu des gens, des humains, qui sont en méthode positive coercitive, là vraiment on est au-dessus, mais pédagogiquement avec l'humain, être horrible, vraiment. C'est-à-dire, mais alors, les gens, ils repartent, ils sont plus déprimés qu'en arrivant. Ouais, Quoi. bien sûr. Et ça fait partie aussi de la formation des gens. Moi, dans ma formation, en tout cas, c'est un point qu'on aborde sur comment on coach un humain. Parce qu'on est coach canin, mais on est aussi sur l'humain. Et il faut aussi se préserver dans le sens où... oui, mais il faut autant maîtriser les deux. Pour moi, c'est une balance oui, à on est d'accord, 50-50. mais on travaille beaucoup plus de l'humain que du chien au final, en fait. On drive un humain, donc je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, dans tous les cas, il y a ce côté où pour choisir le bon éducateur, c'est en fait, il ne faut pas hésiter à en changer, quoi, quelque part. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, faut pas hésiter à changer. Et juste, je vois le commentaire sur le BP. Très franchement, en fonction du prof et en fonction des méthodes, vous avez des BP où il vous parle du clicker, vous avez des BP où il vous parle du collier étrangleur. Et dans les deux cas, c'est des BP. Il n'y en a pas beaucoup encore quand même des BP en France. Il y en a quoi? Il y en a 3-4 de proposés? Il y en a 6 ou 7. Il y en a un petit peu plus. Hein. Je crois qu'il y en a 6, si je dis pas de bêtises, ou 7, mais Bertrand qui est là, il pourra vous le dire, parce que il y en a 11. Il y en a 11. 11, d'accord. Ah oui, donc ça s'est quand même bien développé, puisqu'il y en avait qu'un il y a 15 ans, il y en avait encore qu'un. Donc ouais. C'est quand même... Et toi, du coup, Nico, pour rebondir, toi, enfin, je veux dire, voilà, ce serait quoi ta définition? En fait, déjà, moi, j'ai quelqu'un qui vient d'acheter un chien, c'est-à-dire qui vient d'adopter, comment il fait? Alors, même si effectivement, il y a la filière, et comme on le dit depuis tout à l'heure, très, très disparate, c'est très compliqué, comment on fait pour trouver son bon éducateur? Moi déjà, enfin, il y a des choses sur lesquelles je suis absolument d'accord. Hein. C'est pas parce qu'il a un joli site qu'il faut y aller, c'est pas parce qu'il a un BP qu'il faut y aller. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Moi déjà, quelqu'un qui est incapable de prendre votre chien en main, déjà n'y allez pas. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui pose un problème. Parce que en fait, pour moi aujourd'hui, la plupart des gens, en fait, si la personne est incapable de montrer avec votre chien quelque chose qu'il essaye de vous apprendre, c'est qu'il y a un souci. Après, ça dépend, excuse-moi, mais ça dépend le chien. Si le chien est ultra phobique de toi, il n'y a aucun intérêt à ce qu'à la première leçon, tu le forces à être à 2 cm de ta jambe, tu vois.
On est d'accord, ça c'est encore un cas extrême, mais quoi qu'il en soit, cette personne-là, en fait, elle doit être capable de t'enseigner comment approcher le chien. Moi, un chien extraphobique qui finira à côté de moi dans la fin de la séance, et il n'aura pas souffert, mais il finira à côté de moi quoi qu'il en soit. Mais il y a une manière de l'amener en fait à le construire, en fait, cette approche. Il y a plein de manières de construire, mais en tout cas, pour moi, il est plus. Enfin, si on revient là-dessus, pour moi, le chien, et je le fais très régulièrement, le chien finira à côté de moi. Je ne toucherai même pas. Mon but n'est pas de le toucher, c'est qu'il se rapproche de moi à une distance de laisse. Et je vais prendre le temps qu'il faut pour ramener ça. Mais quand je vais avoir ça, je préfère faire ça, et ça va me prendre une séance, que de laisser le chien pendant 6 mois à faire des approches, comme j'ai pu voir, pour moi, qui est beaucoup plus violente, à attendre que le chien veuille bien avancer pendant 6 mois pour le faire approcher. Et je parle encore une fois de choses que j'ai vues. Mais quoi qu'il en soit, la personne qui est incapable de montrer quelque chose, pour moi, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont, en fait, qui viennent plutôt parler et qui vont expliquer aux gens, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, mais jamais ils ont pris le chien en main. Et encore une fois, c'est des choses que j'ai encore eu un appel aujourd'hui pour quelqu'un qui fallait euthanasier son chien. Alors là, c'est un adulte qui a mordu, mais l'éduc qui est venu et resté derrière le mur et n'a jamais voulu approcher le chien. Alors je dis pas qu'il fallait l'approcher, je dis juste qu'avant de dire qu'il faut l'euthanasier, il faudrait peut-être aller le toucher, ce chien, et d'avoir vu plus que 5 minutes. C'est ça que je veux dire. Et donc, pour moi, c'est déjà un point essentiel, le fait qu'un éducateur puisse vous montrer quelque chose. Et le point sur lequel je suis absolument d'accord avec Loé, c'est la pédagogie. Parce qu'en fait, notre métier, c'est d'apprendre aux gens. Si les gens si on est incapable d'expliquer le pourquoi du comment, moi, je dis toujours à mes élèves, quand on explique quelque chose à quelqu'un, on lui explique comment on fait, pourquoi on fait. Parce que c'est important que les gens comprennent l'intérêt de faire. Et si vous ne savez pas pourquoi vous faites, c'est déjà qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que votre boulot, c'est d'apprendre aux gens pourquoi vous faites. Bien sûr. Et alors, Nicolas, j'ai une question pour toi, du coup, qui est, Nicolas, penses-tu qu'il est nécessaire de contraindre un chien lors de la rééducation ? Non, pas forcément. Mais par contre, en fait, ce que j'ai besoin, en fait, c'est d'expliquer au chien que le schéma dans lequel il est, alors si on prend de la réactivité humaine, par exemple, le chien, il a juste une envie, c'est que je ne l'approche pas, et ce qui est absolument normal. Il n'a pas envie que je l'approche, il n'a pas envie que j'approche son maître, il n'a pas envie que j'approche la situation. Sa réponse, c'est de m'attaquer. Moi, j'ai juste lui expliquer au chien, en fait, que la personne qui peut te protéger, c'est ton maître. Et c'est pas en attaquant que les choses vont s'arranger. Donc moi, ce que je vais travailler, en fait, j'ai une logique d'approche où je vais rien lui faire, je vais juste aller dire bonjour à son maître. Et tant qu'en fait son comportement n'est pas est dans l'agressivité, il n'aura pas en fait moi je m'en vais pas, je m'en irai. Alors j'ai des distances, ça se fait pas, je suis pas collé au chien, juste parce que pour les gens c'est compliqué à expliquer comme ça. Mais et ce que je vais expliquer au chien, c'est ton maître qui me dira de partir. Et c'est pas toi qui me dira de partir, parce que tant qu'il aboie, il aura le sentiment et que je m'en vais, il aura le sentiment qu'en aboyant, il m'éjectera de la situation. Donc je vais construire avec le chien au rythme où je sens qu'il est capable de gérer, pour que lui expliquer que son comportement qu'il a, c'est pas lui qui engendre la situation suivante, c'est son maître qui va la générer. Donc il y a forcément dans la rééducation une base. Alors c'est forcément là le chien il est coincé. Quand il est coincé, il est souvent attaché derrière son maître pour qu'il puisse pas avancer jusqu'à moi, parce que le but c'est bien sûr de garder une base de sécurité. Donc il y a une base de contrainte. Mais la contrainte, en fait, je vais toujours la mesurer en fait à ce que le chien est capable de gérer dans ces situations-là. Mais après, c'est vraiment des histoires de degrés. Et le but, c'est de travailler avec la tête du chien et pas travailler avec c'est pas de travailler dans la force, c'est de travailler avec son esprit. D'accord. Et là, du coup, puis après on terminera là-dessus parce que je suis désolé, mais on arrive de. Enfin, du coup, alors peut-être rapidement, Nicolas, mais très rapidement, en quelques secondes, si tu peux le faire. Est-ce que justement, il y a du coup Nicolas, un autre Nicolas qui fait. Est-ce que ça va pas le frustrer encore plus ? En fait, non. Ça dépend encore une fois comment c'est fait. Ça peut, si c'est mal construit, ça peut. Mais quand vous avez un chien, parce que là, en fait, le chien, il est pas. Ce qui lui pose problème, c'est l'âge. Il a une bulle autour de lui qui veut pas que je rentre, d'accord. Mais tant qu'en fait le chien a le sentiment qu'en ayant un comportement vindicatif, en fait, il arrive à m'éjecter de cette situation-là, il va recommencer son comportement. Donc moi, je vais construire en fait avec lui sur mon approche juste un fonctionnement où
La référence, c'est ton maître. Lui, il est à côté de toi. Et en fait, c'est lui qui va me dire d'avancer, c'est lui qui va me dire de m'arrêter, c'est lui qui va me dire de demander de partir. Ce qu'il va faire, c'est que, et c'est très marrant à voir d'ailleurs, parce que le chien, au bout d'un moment, il comprend que son maître fait ça. Donc il interroge son maître en lui disant, tu peux lui dire de se casser à lui. Et si c'est bien monté, ça va pas créer ça. Maintenant, effectivement, moi, un truc que je trouve horrible pour le chien, c'est un chien qui a envie, qui est très mal à l'aise dans l'approche, et que que des éducateurs forcent à être touchés par des gens. Ça, je trouve ça horrible pour le chien. Parce qu'en fait, le chien, il voulait pas que les gens viennent. Et au final, Ouais, ça, on lui a dit de fermer sa gueule et on lui a dit, tu vas accepter de te faire caresser par tout le monde. Ça ne suffira pas du tout. Hein. Moi, si on m'oblige, c'est encore pire. Chloé, du coup, et on va terminer là-dessus parce qu'après, je dois rendre l'antenne quand même, les amis. Mais alors, déjà, avant même ta réponse, puisqu'il y a déjà beaucoup de commentaires sur le sujet où il faut un épisode 2. Merci beaucoup parce que c'est très constructif et tout. Et clairement, je vous remercie tous les deux parce que c'est hyper rare d'avoir un débat entre deux éducateurs qui ne sont pas de même formation et où le truc part pas au pugilat, que ce soit dans les commentaires, entre les gens. Et pour moi, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux puisque du coup, c'est quand même sympa d'échanger avec... Donc c'est Karine qui mettait justement dans le cas que Nicolas vient d'expliquer. Chloé, qu'est-ce que toi, tu appliquerais? Ok. Moi, dans un protocole de réactivité, la première chose que je vais faire, c'est d'abord vérifier la thèse médicale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de réactivité qui sont en fait liés à un problème médical du chien, donc ça peut être plusieurs choses. Donc ça, c'est vraiment mon premier garde-fou, c'est ça. Ok, est-ce que le chien n'a pas un problème physique? Et là, c'est pas mon domaine de compétence, donc je travaille en connexion avec des vétérinaires, avec des ostéopathes, avec voilà, plein de corps de métiers différents. Et ça va être vraiment ma première étape. Ensuite, si vraiment on a checké que oui, le chien n'a pas de problème de thyroïde, c'est pas un problème, etc. Et que en effet, il y a un problème rééducatif pur et dur, là, je vais commencer à mettre en place quelque chose. Alors, dans la façon de faire, je vois très bien, je comprends très bien la façon de faire de Nicolas. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas ma façon de faire à moi, en effet. Je ne vais pas le fonctionner de cette façon-là. Je vais plutôt enseigner au chien la compétence hors situation émotionnelle, d'accord? En dehors de ce contexte-là. Je vais lui enseigner la compétence de pouvoir clairement dire, en gros, pousse, besoin d'une pause ou ok, je reprends. Donc, je vais lui donner une sorte de contrôle sur la situation, lui donner des phases où il va pouvoir récupérer au niveau émotionnel. Donc, je vais vraiment travailler sous forme de zone. Je vais faire en sorte qu'il travaille dans une zone où il est émotionnellement stable pour que moi, je puisse commencer en effet à mettre en place un travail, mais qu'émotionnellement, vraiment, ils soient en zone verte, quoi. Je ne vais vraiment pas franchir des limites parce que dès qu'il monte dans l'émotion, de toute façon, il apprend plus. C'est comme si je te dis, non, mais l'araignée, t'inquiète pas, elle est super mignonne, elle va venir, mais elle va pas te toucher. Le chien, il le sait pas. Donc, il faut que je fasse en sorte que l'araignée soit assez loin de lui pour qu'émotionnellement, il se dise, ok, j'aime pas trop, mais je sais que de toute façon, je peux me barrer s'il faut, et je sais que dans tous les cas, ça va aller. Et dans cette stabilité émotionnelle, là, je vais mettre en place du conditionnement. En gros, l'araignée, c'est cool. Et petit à petit, on va réduire les zones. Et c'est pas forcément très long dès l'instant où on a, encore une fois, la motivation du chien. Et après, il y a tout un travail global sur la relation avec le maître, sur les besoins du chien, sur... Pareil, si le maître, il fait ça super bien pendant 1 heure avec moi, mais qu'alors, le reste de la journée et le reste de la semaine, il fait nimp, on va pas s'en sortir. On va faire un pas en avant en leçon et puis 4 pas en arrière le reste de la semaine. Donc, il y a aussi un travail de coaching à l'humain, d'anticipation, de sécurité, peut-être de revoir le matériel, etc. Donc, c'est très, très, très général comme réponse, mais mes pistes de réflexion, elles vont tourner autour de ces zones-là, en tout cas. Non, mais du coup, je veux dire, ça se rapproche quand même, finalement. Et comme le voyait, du coup, il y avait un commentaire qui, d'ailleurs, je crois, était aussi de Karine Maton, qui disait qu'effectivement, du coup, quand il y a deux bons éducateurs qui finalement partagent quand même pas mal de choses, ça fait un débat hyper constructif. Donc, je vous rappelle, les amis, que vous pouvez retrouver donc tout le show en replay directement sur l'application Brut juste après l'émission, puisqu'elle sera diffusée. Et dès demain, vous pouvez la retrouver sur le site leader, donc sur les animaux de compagnie, qui est whoopet.fr. Donc, et sûrement, il y a des chances que Nicolas et Chloé vous le partagent sur leurs réseaux sociaux. Merci vraiment à tous, parce que dans les commentaires, ça a été hyper respectueux et je m'attendais à devoir faire un peu le gendarme sur certains autres. Je vois que tout le monde demande un épisode 2. Donc, d'ici quelques semaines, si vous êtes OK, Nicolas et Chloé, je vous propose qu'on va faire ça peut-être spécial hiérarchie, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais aussi aimé aborder. On l'a pas abordé, c'est vrai. Vous et avec la communauté. Mais alors, ouais, mais clairement, quand j'ai vu qu'il était 19h50, je me suis dit partir sur la hiérarchie en 10 minutes, c'était mort. Donc, je pense qu'effectivement, on va le faire cet épisode 2 d'ici quelques semaines. Et évidemment, les amis, on vous tiendra au courant. Et une fois de plus, merci beaucoup et Chloé et Nicolas, parce que super débat. Et c'était pas la foire d'empoigne. Et c'est canon quand deux personnes, qui ont peut-être des désaccords, mais
sont en mesure de se parler. Je trouve ça vraiment trop cool. Et donc du coup, toujours honneur aux dames, Chloé, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si les gens veulent échanger avec toi, te poser des questions? Ok. Alors, je fais très vite. Déjà, merci en effet, parce que je trouve ça très bien ce genre de débat et avec plaisir pour un épisode 2. C'est ce qui va faire enrichir, je pense, les choses. Et si on peut parler sans émotion, bah, finalement, on va pouvoir sûrement même aider des gens qui regardent à, sans dire je veux qu'on soit de mon côté ou inversement, juste réfléchir par eux-mêmes. Et même nous, ça nous fait réfléchir, donc c'est cool. Donc super, et à fond pour l'épisode 2. Et donc, on peut me retrouver donc sur Nature de Chien, YouTube, Facebook, Instagram et mon site web. Voilà, Nature de Chien, même sur Google, et on tombera sur tout ce qu'il faut. Et voilà. Super. Et Nicolas, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur les réseaux sociaux? Alors moi aussi, ravi du débat. Merci Johan, merci Chloé. Moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur le centre Nicolas Gravel-Manger. Ok, super. Et ben vraiment, donc je vous invite à aller poser vos questions quand vous avez besoin, du coup, directement à Nicolas et Chloé, qui, j'en suis sûr, sont un plaisir de vous répondre. J'en profite pour remercier Sabrina. Alors, je crois que je ne l'ai pas vu connecter, mais donc, qui est une amie de Nicolas et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une incroyable association qui s'appelle Antiloned et également la Maison des Animaux. Ah bah si, elle est là, Sabrina. Sabrina, donc merci beaucoup. Sabrina. Bisous. A donné le contact de Nico. Et Sabrina, je vous invite aussi à aller voir la Maison des Animaux dans le 77, qui est une asso incroyable et qui fait un travail de ouf. Et vraiment, c'est une super personne. Donc, je vous invite aussi à faire un gros bisou à Sabrina au passage. Une fois de plus, merci à tous parce que vraiment, c'était canon comme échange et vraiment hyper constructif. Et c'est promis, d'ici quelques semaines, je vais caler ça avec Nico et Chloé. On vous fait un épisode 2 et je pense qu'on fera celui-là sur la hiérarchie. Et il y a même moyen peut-être qu'on parte sur un show par mois spécialisé sur l'éducation avec vous deux, sur peut-être des cas concrets. Mais je pense que là, on est sur un bon duo, donc très cool. Donc, merci à tous. Très très belle soirée et on se dit à très bientôt. À bientôt. Salut les amis. Ciao. Ciao.